Bienvenue à Fordlandia. Je suis extrêmement heureux, extrêmement excité aujourd'hui d'être à Fordlandia parce que ce village au milieu de nulle part en Amazonie a un passé historique tout à fait exceptionnel. Je pense que ce lieu est unique au monde. Vous allez voir, il y a énormément de choses à raconter, il y a énormément de choses à explorer ici. Et je suis bien sûr accompagné de mon caméraman préféré, Locke. Alors, bon Dieu. Bon dia. Bon dia. Et je suis aussi content d'être ici parce que Fordlandia, c'est un lieu qui se mérite. Est-ce qu'on prendrait pas juste 2 minutes en ce début de vidéo pour vous montrer à quel point c'est difficile, ça n'est pas donné à tout le monde d'arriver ici à Fordlandia. Bonjour. Ça y est, l'aventure commence maintenant. On vient de sortir de la dernière ville, des derniers symboles de civilisation et on s'engage sur ce que je pense est la transamazonienne. Estimation selon Google Maps 5h30, estimation selon les locaux plus de 8h. On est parti depuis à peine 25 km et déjà on s'engage sur une route où je suis bien content d'avoir un gros 4x4 parce que ça vibre dans tous les sens, ça glisse alors qu'il pleut même pas. Ça va être sport. Comment il fait pour dormir sur ce genre de route avec ce bordel? C'est des routes qui sont juste praticables. Il faut une bonne voiture, un bon 4x4. Et on se demande comment ça se fait qu'ils sont allés se foutre aussi loin dans un truc aussi inaccessible. Sauf qu'ils sont au bord de la rivière. Et à l'époque, on ne venait pas en voiture, tout était accessible en bateau. Ils n'avaient pas calculé qu'un jour, il y a des gens qui habiteraient là-bas et ils iraient par la route autant que par le fleuve. On arrive enfin, après 8h30 de voiture, je vois le château d'eau, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, le château d'eau de Fordlandia au loin. Bon bah c'est parti pour explorer tout ça. En général, quand je parle dans un pays, soit je parle un peu la langue du pays, soit je me démerde avec de l'anglais et tout se passe bien. Au Brésil, le nombre de personnes qui parlent anglais n'est pas si élevé. Alors quand on a fait LV2 espagnol, en vrai, on comprend quelques mots, mais il y a pas mal de trucs, ne serait-ce que les phrases de politesse, d'introduction, c'est pas les mêmes. Et mon réflexe, avant de partir au Brésil, ça a été d'utiliser quelque temps Rosetta Stone. Rosetta Stone qui est le partenaire, vous l'avez compris, de cette vidéo. En fait, sur Rosetta Stone, vous pouvez apprendre jusqu'à 25 langues. Alors ça dépend de vos objectifs. Soit vous pouvez vraiment progresser, soit vous pouvez juste apprendre les bases. Et ce qui est très bien, c'est que c'est pas une appli où tu vas apprendre la grammaire, le vocabulaire. On t'apprend directement à parler, à reconnaître les mots, un peu comme un enfant va apprendre à parler. C'est à base de petits exercices quotidiens, de quiz. Alors moi, mon objectif, c'était absolument pas de parler le portugais, mais de me faire un petit peu à la tonalité de la langue, d'apprendre quelques mots. Soit j'ai des leçons qui vont se faire par ordre de niveau, soit je peux directement aborder des thèmes, notamment le thème du voyage. Et je commence la leçon principale 1.1 pour vous montrer. Correio. 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 Motel. Motel. C'est toujours bien aussi d'avoir une autre méthode à côté, genre regarder des vidéos sur YouTube. Moi j'ai utilisé juste ça avant de partir, ça m'a un petit peu fait l'oreille et c'était au final assez utile. Rosetta Stone, on travaille avec eux, si je dis pas de bêtises, depuis 2019, donc c'est la 6e année. Je sais que beaucoup d'entre vous utilisent l'appli et en sont très contents. Si c'est la première fois que vous voulez découvrir, je vous mets un lien en description. C'est un lien qui vous permet de découvrir toutes les langues à vie et vous avez 60% de réduction et en plus il y a une période d'essai. Donc essayez la méthode, quelques jours, quelques semaines. Si ça vous plaît, vous continuez. Si ça vous plaît pas, vous essayez autre chose. Mais dans tous les cas, tentez le truc, vous allez voir, c'est plutôt sympa et ça vous demande pas des heures par jour. Merci à Rosetta Stone de sponsoriser cette vidéo. Rendez-vous au Brésil. Début des années 1920, l'Amérique roule, littéralement. Les routes se couvrent de forts de thé noirs, cette célèbre automobile qui devient vite le véhicule le plus vendu
au monde, représentant aux États-Unis plus d'une vente de voitures sur 2. Henry Ford est au sommet, il possède des usines et des filiales dans plus de 20 pays. Je rappelle qu'on se situe 100 ans en arrière, donc c'est absolument énorme, et son modèle de production est copié dans le monde entier. Henry Ford devient l'un des hommes les plus riches et les plus puissants du monde, c'est l'équivalent d'un des premiers milliardaires avec une fortune équivalente à un Jeff Bezos ou à un Elon Musk, mais à la différence près qu'il contrôle 100% de son entreprise. Dans le jargon des économistes, on dirait qu'il pèse de ouf. Parce que Ford n'est pas seulement un constructeur de voitures, c'est un industriel obsédé par le contrôle total. Il possède déjà ses propres mines de charbon, ses aciéries, ses navires, ses exploitations forestières. Chaque pièce de ses voitures, de l'acier du châssis au cuir des sièges, provient d'une ressource qu'il contrôle directement. Sauf une, le caoutchouc, qui sert notamment pour les pneus. Et à l'époque, 90% de la production mondiale vient d'Asie du Sud-Est, sous le contrôle des empires britanniques et néerlandais. Les prix varient, les délais changent, et Ford déteste dépendre de qui que ce soit. Sa solution est radicale, produire son propre caoutchouc en grande quantité et s'affranchir totalement du marché mondial. Et où trouver cet or blanc? En Amazonie, berceau naturel de l'EVA qui produit le latex nécessaire à la fabrication de caoutchouc. En 1928, pour 125 000 $, il achète 10 000 km² de jungle brésilienne. C'est plus que la superficie de la Corse, c'est absolument énorme. Objectif: bâtir une ville américaine modèle en plein cœur de la forêt, un mélange d'usine et d'utopie qui produira le caoutchouc de toutes ses voitures. Cette ville, il l'appelle Fordlandia. C'est vraiment très excitant d'être ici parce que c'est pas des bâtiments abandonnés sans histoire, c'est assez unique quand même ce qu'on voit ici. Une expérience à échelle humaine qui a été faite il y a un siècle et il reste encore les bâtiments debout. Et j'ai l'impression qu'on peut rentrer dedans. On regarde toujours où on met les pieds. Oh, c'était vraiment des beaux bâtiments. Regardez ce travail qu'ils ont fait dessus. Waouh! Je crois que c'est l'hôpital, c'est pour ça qu'il y a une croix, c'est pour ça que là on a un petit chemin qui ressemble un peu à une cour. Oh, putain, c'est stylé, j'adore. Ça devait être la cuisine. Wow, la vue qu'ils avaient. L'hôpital, c'était un des bâtiments les plus importants du village parce que déjà c'était un endroit super moderne, un des plus beaux hôpitaux de la région, peut-être même du pays, mais aussi parce que tout le monde tombait malade. Demain, on va aller voir le cimetière et quand je dis tomber malade, je veux dire tomber malade et mourir. Oh putain, ça c'était une chambre d'hôpital, je pense alors. Wow, ils avaient une vue de fou, hein. Ah bah il y a les lits. Il reste les lits, ils sont là. J'essaie de trouver des photos de l'hôpital de l'époque, mais j'arrive pas à définir quel est le bâtiment qui était l'hôpital. J'ai pas de photo qui dit ça c'est l'hôpital. Mais je suis quasiment sûr que c'est ça, hein. Alors sur Google Maps, il y a marqué que c'est un couvent. On va demander. Qu'est-ce que tu peux me dire comme information sur le couvent qui se trouve au Brésil dans la ville de Fordlandia? Réfléchis. Réfléchis encore plus, l'information est très très loin. Fordlandia, c'était la ville utopique fondée par Henry Ford dans les années 1920 pour produire du caoutchouc, mais ça n'a pas trop fonctionné. Le couvent ou l'église est devenu un symbole de la résilience de la communauté locale et c'est vraiment un endroit qui raconte une histoire unique au cœur de l'Amazonie. Bah, il m'a rien dit là. Est-ce que le couvent et l'hôpital c'était la même chose ou c'est deux lieux qui sont distincts? En fait, à Fordlandia, l'hôpital et le couvent étaient deux lieux distincts. Donc comme je le disais, on est dans un couvent. Je crois que c'est l'hôpital, c'est pour ça qu'il y a une croix, c'est pour ça que là on a un petit chemin. Ça se voit hein, parce qu'il y a la petite cour intérieure très typique des couvents. Et on a toutes les petites chambres pour les missionnaires, qui ne sont absolument pas des chambres d'hôpital du coup. Il n'y a pas de photo qui dit ça c'est l'hôpital. Mais je suis quasiment sûr que c'est ça. Hein. Comme vous le savez, je prépare très peu mes voyages pour vraiment découvrir sur place, pas découvrir à travers des photos sur internet ou des vidéos sur internet et après me dire ah oui c'est comme sur internet. Donc je préfère faire ça et vraiment découvrir, analyser, voir de mes propres yeux comment c'est, mais ça manque un peu d'infos de temps en temps. Et en face du couvent, on a l'église qui est le bâtiment principal du village.
avec évidemment le château d'eau. Et on notera que l'église, c'est aussi le seul bâtiment qui est tout neuf, très religieux. Le Brésil, sur toute la route pour aller ici, il y avait plein de grands panneaux Jésus, Jésus, Jésus partout. Donc je pense qu'ils aiment beaucoup Jésus, ou Jésus les aime beaucoup et ils lui rendent bien. 1928, les premiers navires chargés quittent les États-Unis. Dans leur cale, pas seulement des machines agricoles, mais une ville entière. Ford expédie tout. Poutres métalliques, générateurs, clous, mobilier, lampadaires, vaisselle, même les portes et les fenêtres arrivent toutes prêtes, numérotées. L'idée est simple, recréer un morceau du Midwest américain dans la jungle amazonienne. Plus de 8000 tonnes de matériel traversent l'Atlantique, puis remontent 1000 km de fleuve jusqu'au Rio Tapajós. Chaque voyage prend près d'1 mois. Sur place, on monte les bâtiments comme des kits géants, on installe des générateurs diesel pour électrifier la ville, on monte un réseau d'eau potable et en quelques mois surgissent des maisons blanches, alignées, un hôpital moderne, une école, un cinéma, une piscine et même un terrain de golf. Les rues sont droites, tracées au cordeau. Ici, on veut montrer que l'ordre américain peut triompher du chaos de la jungle. On se rapproche des bâtiments principaux, donc ils sont pas loin du château d'eau. C'est là qu'il y avait, je pense, ce qui était censé être les usines de caoutchouc et aussi certainement la centrale électrique. J'imagine que c'était ça aussi. Ils ont construit ça en genre 1 ou 2 ans, pas plus. Ça a été très rapide. Il s'en fout. Waouh, celui-là, ils l'ont laissé tel quel. Waouh, c'est impressionnant. Oh, c'est fou. Wow, le bâtiment, là, il n'a pas bougé depuis 100 ans. Ça doit être, je pense, les lits de l'hôpital. En vrai, regardez, ça aussi, c'est les lumières de l'hôpital. Tous les casiers. Ça aussi, c'était dans un hôpital à la base. C'est une couveuse. Donc ça, c'est pas un truc des Américains, ça a été rajouté bien après. Je pense que l'hôpital est resté ouvert très longtemps. Il n'y a pas de date. Oh, ça, c'est un vieux garage d'époque. C'est pas des camions qui datent des années 30. On serait plus dans les années 70, 80, peut-être un peu plus. Oh, il y a un cercueil, putain, sa mère. Il y a un cercueil, regardez-moi ça. Est-ce qu'il est vide? Il est vide. Il sert vraiment de l'endroit pour entreposer n'importe quoi. Look, koe nani? Kuruma no ue. Kangaete. Ningen no hirosa ne. So. C'est un cercueil. Mo inai. Ça date de quand ça? C'est les années 60 peut-être. Ce genre de voiture. Bah, elle va rouler beaucoup moins bien. Là qu'on essaye de monter, ils se servent du haut comme d'un cellier pour des noix ou je sais pas quoi. Intéressant. Oh, puis encore un étage au-dessus. Regarde au-dessus, il y a une chaise là-haut. À quoi ça pouvait servir tout ça? C'était pour construire, je pense, les maisons, les trucs comme ça. Là, cette machine, elle date du 18 février 1908. Ah non, 1903. Elle a 122 ans, la machine. Une plaque là. Toolworks & Co. Ça aussi, USA. Oh, c'est fou. Hein. Ah, ici, on a vraiment le seau Made in USA. Ça, c'était une Landis machine. Putain, pour transporter ça. Et les rouages, ils sont encore bien graissés, j'ai l'impression. Oh! Mais ça marche comme si c'était un truc qui date d'il y a 10 ans, là. On dirait que c'est neuf. Mais ça, c'est graissé de fou. Il y a un monde dans lequel les gens s'en servent encore. Oh! Toutes ces machines-là, imaginez-vous que ça venait directement des États-Unis. Toutes les pierres, toutes les tôles, toutes les fenêtres, tout ce qui a servi à construire ce bâtiment-là, ça arrivait par des bateaux immenses
par la rivière et ça venait tout droit des États-Unis. Ça, c'est des trucs qui pèsent des tonnes et des tonnes. Je sais pas, c'est quasiment comme de coloniser la Lune. On était il y a 100 ans. Il fallait tout amener dans la forêt amazonienne depuis les États-Unis. C'est un truc de fou. Avant de partir, on va regarder Banheiro, les toilettes de l'époque. Déjà, c'est une porte de saloon. Ok. Bon bah je crois qu'on aura tout vu. Mais rapidement, la jungle riposte. L'Amazonie, c'est chaud, humide et imprévisible. La température dépasse souvent les 35 degrés, l'air est saturé d'humidité et les pluies peuvent noyer les rues en quelques minutes. Les sols pauvres empêchent beaucoup de cultures de pousser et la végétation reprend vite chaque espace laissé libre. Ici, tout complique le travail humain. Les EVA, plantés en rang serré comme du maïs, tombent malades. Champignons, feuilles rongées, insectes. Les machines rouillent en quelques semaines, la chaleur écrase les travailleurs et les moustiques apportent malaria et fièvre jaune. L'hôpital, prévu comme une vitrine sanitaire, se remplit de patients. Le cimetière, lui, s'agrandit vite. Et même la famille du directeur américain sur place, E.A. Williams, n'échappe pas à la loi implacable de la jungle. Sa femme et 2 de ses enfants succombent à la maladie dans les toutes premières années. Fordlandia n'a pas encore produit un seul kilo de caoutchouc, mais elle a déjà produit beaucoup trop de tombes. On vient d'arriver dans le cimetière de la ville, qui est un des lieux les plus emblématiques de Fordlandia et aussi un des lieux les plus anciens. Puisque quand on va appeler ça les colons, quand les colons sont arrivés ici, même si c'est pas le mot juste, ils ont commencé à tomber très vite de maladies diverses, notamment la malaria. Et le cimetière s'est rempli très vite. J'ai vu une photo qui date de 1 an après la construction de Fordlandia, je crois. Et il y avait déjà des dizaines de croix pour dire à quel point les gens ici mouraient très vite. Donc ils n'avaient pas anticipé tout, y compris les maladies. D'ailleurs, en parlant de la malaria, pour venir dans cette région-là, si vous regardez une carte des régions, en tout cas en Amérique du Sud, où il y a la malaria, on est pile là où c'est le plus rouge, c'est rouge cramoisi. Donc avec Luck, on prend des médicaments contre le paludisme et on s'est fait vacciner contre la fièvre jaune. C'est le minimum requis pour venir ici, mais en vrai, il vaut mieux faire tous ces vaccins parce que c'est pas les zones les plus accueillantes du monde. Il y a une vibe incroyable dans ce cimetière. La plupart des croix sont couchées sur le sol. C'est un spectacle assez intriguant. On ne sait même pas où est le sentier, où sont les tombes. C'est un bordel. J'ai jamais vu un cimetière, et j'en ai vu beaucoup, vous le savez. J'ai jamais vu un cimetière aussi désordonné. On dirait qu'il y a une catastrophe naturelle, un tsunami qui est passé par là. Même les cimetières japonais après le tsunami étaient mieux organisés que ça. Ici, on a une tombe qui date du 10 mai 2022. Donc ce cimetière est encore utilisé de nos jours. On va essayer de trouver les tombes les plus anciennes. Je pense que c'est celles qui sont couchées au sol. Là, la première tombe que je vois, c'est Joaquín Mendez Garretto, qui devait du coup être un local et non pas un américain. Et lui, il est mort en 1930 apparemment, donc au tout début de l'installation de Fordlandia. Il n'y a pas que des Américains qui sont morts, il y a aussi les locaux. Il y avait beaucoup de main d'œuvre locale et entre les conditions de travail qui étaient très difficiles et les maladies dont ils ne faisaient pas non plus exception, il y en a beaucoup qui sont morts aussi. Là aussi, 1930, encore un local, Costa, il s'appelait, le 19 février 1930. Là, on est sur Monteiro, encore un local, 1930. Bon, bah, ça, c'est le coin des gens qui sont morts en 1930. 1929, celle-ci. Voilà, la vibe de ce cimetière est vraiment incroyable. C'est assez rare qu'on ressente autant le poids de l'histoire dans un cimetière. Le fait que les croix soient à terre, ça montre vraiment que le cimetière a été abandonné pendant des dizaines d'années. En tout cas, assez longtemps. Et tout ça, c'est des tombes déjà plus récentes. C'est quand même grand comme cimetière pour une si petite ville. Toutes les croix qui sont couchées dans le mauvais sens, on peut pas voir du coup le nom du propriétaire, j'ai envie de dire. Da Silva, 1930. Suarez, 1930. Costa, 1930. Anca, 1930. Costa, c'était toute une famille les Costa. 1930, 1930, 1930, 1930. Tankevitz,
Ça c'est pas trop local. 1933. Da Silva 1930, Costa 1930, Da Silva 1930, Da Silva 1930. Ouais, j'ai l'impression que les Da Silva et les Costa, il en reste plus beaucoup. Hein. Très impactant ce cimetière, le fait de voir que les anciennes tombes datent quasiment toutes de la même année, 1930 jusqu'à 1933, mais le nombre de personnes qui ont perdu la vie ici en juste quelques années, quelques mois, c'est assez fou. Vu de loin, Fordlandia pourrait ressembler à une petite ville prospère. Des cadres américains vivent dans de grandes maisons en bois peint, avec véranda, mobilier importé de Détroit, eau courante filtrée et chaude. Les moustiquaires protègent des insectes et des ventilateurs électriques tournent dans les pièces principales. À table, on mange à l'américaine, pain blanc, bacon, légumes en conserve, lait pasteurisé, café filtré, le tout conservé au frais dans des réfrigérateurs, un luxe alors inconnu dans la région à cette époque. Comprenez bien qu'en l'espace de quelques mois, Fordlandia est devenu l'endroit le plus moderne à des milliers de kilomètres à la ronde. Et en plus, les loisirs ne manquent pas. Cinéma avec films venus directement des États-Unis, terrain de golf à 9 trous, bibliothèque, club social et même une piscine avec plongeoir. Branco. Blanco to? 砂場。砂場じゃない。え、何？見てて。Pool. On est à quelques minutes de Fordlandia. Je crois qu'on est à peu près à 1,5 km. C'est pour vous dire à quel point cette ville, on va appeler ça comme ça, est étendue. Ce qu'on a là, c'est ce qu'on appelle le playground, l'aire de jeu, avec une balançoire et une piscine. Il y a énormément de gens qui habitaient ici, dont des enfants. Et parmi le témoignage de certaines personnes, dont ces fameux enfants, il y en a qui décrivaient Fordlandia comme un lieu presque utopique, paradisiaque, parce qu'ils avaient tout sur place, dont cette piscine. Et je pense qu'avoir une piscine en plein milieu de l'Amazonie, c'était quelque chose d'assez exceptionnel dans les années 1930. Et j'imagine que les enfants devaient vachement profiter avant de mourir de maladie. Ouais, parce que la malaria, tout ça. Fukakatta ne. Ah ouais, on est sur une piscine qui faisait bien plus de 2 mètres. Hein. C'est quand même fou d'aller jusque là. Surtout que, encore une fois, cette ville n'a pas duré très longtemps. C'est des choses qui avaient été pensées dès le début, ça. Ils se sont dit, on va arriver, on va faire une piscine. On va aller voir le bâtiment d'à côté qui a l'air assez incroyable. Je vous avoue que c'est un peu difficile de faire la différence entre les bâtiments qui sont actuellement utilisés et les bâtiments anciens qui datent de l'époque. Parce que tout est un peu délabré. Il devait y avoir bien plus qu'une balançoire et une piscine à l'époque. J'imagine plein d'autres petits jeux dans le coin. Et ça, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'était une école? Putain, je me demande si quelqu'un habite là ou pas. Vu l'état du toit, je pense pas que quelqu'un habite ici. Il y a marqué hôtel. C'était un hôtel. C'est fermé. Ils ont fermé tous les petits interstices. Les gens se sont donné la peine de bien barricader toutes les interstices qui entre les volets pour pas qu'on voit à l'intérieur, pas qu'on puisse rentrer. Donc si c'est fermé comme ça, on va pas insister, on va pas essayer de rentrer. Oh. Il y avait un chat, ouais. Ça, je pense que c'est des maisons. Est-ce que c'est des maisons d'époque, ça? Je crois pas, parce qu'elles avaient pas un toit en tuiles, mais un toit en métal. Dès qu'on sort un petit peu de la route, on est tout de suite dans la jungle. C'est vide à l'intérieur, pas très intéressant. Le village est quand même pas mal étendu depuis l'époque, mais quand même des endroits comme celui-là où la nature a totalement repris ses droits. Par exemple là, on voit qu'il y avait une espèce de clôture, il y avait quelque chose ici. Là-bas aussi, il y a un bout de clôture. Et là, bon, il y a cette maison, mais là aussi, il y a une clôture, il y a des constructions derrière. Je pense que ça continue, et partout dans la forêt ici, on doit trouver des vestiges un peu anciens comme ça.
En y regardant de plus près, la ville est coupée en deux. Les ingénieurs américains, tous blancs à l'époque, vivent dans des maisons spacieuses avec le confort américain. Les ouvriers brésiliens et les autochtones, eux, dorment dans des baraquements rudimentaires, mangent des plats imposés, du pain blanc, de la viande en conserve, qui ne correspondent pas du tout à leurs habitudes. Les règles sont strictes. Pas d'alcool, pas de danse locale, pas de fêtes traditionnelles, des horaires de travail sont imposés durant les heures les plus chaudes de la journée et rapidement, les tensions montent jusqu'à exploser. En décembre 1930, un changement de menu à la cantine déclenche une révolte. On l'appelle la mutinerie du porridge. Les ouvriers se soulèvent, armés de machettes et de pierres, ils incendient certains bâtiments et prennent le contrôle de la ville. Il y a des morts, plusieurs tombes du cimetière portent cette même date, 1930. 1930, 1930, 1930, 1930, 1930. L'armée brésilienne finit par intervenir, mais l'image d'une ville modèle est déjà brisée. Ce jour-là, Ford découvre qu'en Amazonie, on ne gouverne pas avec un règlement d'usine. Cette ville, Fordlandia, qui se voulait une utopie, qui se voulait l'extension du rêve américain à l'étranger, a été un échec. Ça a été un échec parce que, déjà on l'a vu, mais des dizaines de personnes, si ce n'est plus, sont mortes ici en un temps record, mais surtout jamais on a pu extraire de caoutchouc ici. J'allais dire la nature a repris ses droits, mais même pas. Les hommes ont repris leurs droits sur les Américains et maintenant c'est un petit village brésilien au milieu de nulle part, mais où les gens ont l'air de vivre heureux, en tout cas à leur rythme. Et petite note avant de finir, on a rencontré un guide, pas ici à Fordlandia, mais à Manaus, qui est la capitale de l'Amazonie, à un peu plus d'une heure d'avion d'ici. Il nous a dit que pour lui, la vision des Américains était la bonne, c'est comme ça que devrait fonctionner la société pour être efficace, avec des heures de travail bien réglées, avec une routine, avec une méthode de travail, mais que cette méthode tout simplement ne s'appliquait pas aux Brésiliens et selon lui c'est ça qui a été le facteur principal de l'échec, plus que le manque de préparation, plus que des maisons non adaptées, plus que autre chose. Les Brésiliens n'étaient pas prêts à travailler comme les Occidentaux. Après le fait qu'ils aient essayé de faire des plantations d'arbres à caoutchouc alors que c'est censé être dans la nature, et pas en plantation évidemment, ça doit jouer pour beaucoup aussi, mais tous les Brésiliens en fait n'ont pas cette vision de c'est la faute de Ford. Année après année, Ford injecte de l'argent. Plus de 20 millions de dollars au total, l'équivalent de 300 millions aujourd'hui, mais les maladies des EVA persistent, le marché mondial aussi change. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le caoutchouc synthétique devient prioritaire et en 1945, Ford abandonne. Il revend la ville et la concession au gouvernement brésilien pour seulement 250 000 $, un échec cuisant. Mais il ne renonce pas totalement. Un peu plus en aval, à Belterra, il lance un second projet. Cette fois avec des plantations mieux organisées, des maisons plus adaptées, mais encore une fois, la production ne décolle pas. Et cette fois, c'est vraiment la fin de l'aventure d'Henry Ford en Amazonie, région dans laquelle il n'aura personnellement jamais mis les pieds. Aujourd'hui, environ 3000 habitants vivent encore à Fordlandia. Certains dans de vieilles maisons américaines, d'autres dans des constructions plus récentes. On vit ici de petite agriculture, de pêche et de quelques commerces très sommairement reliés au reste du monde. Fordlandia n'aura jamais produit un seul pneu, mais elle aura produit l'une des plus folles histoires de la course à l'industrialisation et peut-être l'une des plus belles leçons de vie. Il ne faut jamais sous-estimer la puissance de la nature. Oh, les petits oiseaux tropicaux. Hop, il a failli me chier dessus. Donc achetez, il va te chier dessus. Doite. Regardez-le là, tout fier. Merci à Rosetta Stone d'avoir sponsorisé cette vidéo, pas la pierre de Rosette en elle-même, mais l'application Rosetta Stone qui vous permet, je le rappelle, d'apprendre jusqu'à 25 langues. Je vous mets un lien en description pour découvrir l'appli et bénéficier d'une très belle réduction. Des bisous.